Voilà, mesdames, messieurs, rebonjour à tous, bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent cet après-midi. Comme vous le savez, vous l'avez constaté sur vos programmes, nous avons encore beaucoup d'échanges intéressants en perspective cet après-midi. Comme vous le savez également, pour chacune des deux tables rondes qui vont se succéder, je vous inviterai à un moment donné à échanger avec nos participants, avec nos intervenants dans le cadre de ces tables rondes. Donc n'hésitez pas à préparer par avance vos questions avant de vous manifester, comme je vous y inviterai tout à l'heure. Sans plus tarder, nous allons commencer avec cette première table ronde de l'après-midi consacrée aux biocarburants en France et en Europe. Plus précisément, quelle place pour ces biocarburants en France et en Europe? Et pour ce faire, nous aurons 8 invités que je vais inviter maintenant à me rejoindre sur scène. Madame Corinne Lepage, députée européenne. Madame Christelle Guizouarne, directrice du développement durable Sophie Protéol, par ailleurs présidente du syndicat français des producteurs de biodiesel, Estéri France. Monsieur Marcel Deneux, sénateur de la Somme, vice-président de la Commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Monsieur Marc Gilman, responsable marketing et services de Total. Monsieur Éric Lenné, président de la Confédération générale des planteurs de betteraves. Monsieur Yves Lemaire, chef du bureau industrie pétrolière et nouveaux produits à la DGEC. Monsieur François Maire, responsable du service carburant de PSA Peugeot Citroën. Et enfin, monsieur Aurélien Million, responsable du bureau de la biomasse et de l'énergie à la Direction générale des politiques agricoles, agroalimentaires et des territoires, parfois connu sous le nom de DGPAT. Et monsieur Million, je voudrais signaler au passage que vous avez également occupé un poste précédemment à la DGEC, où vous avez travaillé sur les politiques et mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'où l'intérêt de vous entendre doublement à l'occasion de cette table ronde. Merci, mesdames, messieurs, pour votre présence. Alors, vous l'avez compris, l'exercice qui nous est proposé est assez contraint, notamment par le temps. Donc, je vous proposerai de faire vos interventions dans une certaine concision pour pouvoir justement réserver le temps nécessaire à nos invités dans la salle et aux participants de ce colloque de pouvoir s'exprimer pour vous adresser directement quelques questions. Alors, je vous ferai grâce d'une éventuelle introduction sur le sujet qui nous intéresse pour pouvoir entrer rapidement dans le vif du sujet. Et pour ce faire, je vais me tourner vers vous, Madame Guizouarne, si vous le voulez bien, dans un premier temps, pour nous rappeler un petit peu quelques données sur l'origine des biocarburants et notamment comment s'est mise en place la filière, pour ce qui vous concerne, la filière biodiesel, par exemple, pour nous donner quelques éléments de repère. Et je crois savoir que vous nous avez proposé éventuellement une ou deux illustrations que vous pourrez utiliser à bon escient dans ce sens. Je vous laisse donc introduire et entrer en matière dans ce débat. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc effectivement, il était important pour nous de revenir un petit peu sur l'histoire du développement de la filière biodiesel. Et je parle bien de la filière. Et c'est ça qui est important, parce qu'à l'origine du biodiesel, il y a l'huile. Et le développement de cette huile s'est fait au fur et à mesure au sein de la filière oléoprotéagineuse, et donc grâce à Sophie Protéol en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 70, la France manquait cruellement de protéines végétales pour la nutrition animale, que la quasi-totalité des protéines végétales étaient importées, c'était du tourteau de soja issu d'Argentine et des États-Unis. Dans les années 70-73, il y a eu un embargo américain, d'où la vraie question de savoir comment produire des protéines végétales en France. Et ça a été la création de la filière Sophie Protéol avec le développement de la culture de colza en France, donc dans les années 70-80. Au fur et à mesure, dans une graine de colza, il y a 60% de protéines, donc pour l'alimentation animale. C'est ce que vous voyez sur ce graphique. Donc, ce tourteau directement issu de la graine de colza va en alimentation animale et 40% est de l'huile végétale. Alors cette huile végétale a évidemment différents débouchés. L'alimentaire, premièrement, les biocarburants, donc, dont on va parler, le biodiesel qui s'est développé, et l'oléochimie. Donc cette industrie de transformation de biodiesel s'est développée progressivement dans les années 90 afin de trouver un nouveau débouché à l'huile végétale, en France en particulier. Et grâce à ce développement de la filière au sens large, l'autosuffisance en protéines végétales en France est passée de 25% dans les années 80 à 55% dans les années 2000. Donc aujourd'hui, en France, il y a à peu près 2 millions d'hectares d'oléagineux, dont 500 000 qui vont dans l'alimentaire, et il reste 1,5 million d'hectares qui sont utilisés pour les biocarburants, pour le biodiesel et pour l'oléochimie.
Donc une tonne de diester, c'est équivalent à une tonne 4 à peu près de tourteaux de colza. Donc ensuite, là, c'était le développement de cette filière, mais le cadre réglementaire était essentiel au développement du biodiesel en France. Et il y a eu des objectifs à la fois européens et français qui ont été mis en place. En 2003, la directive énergie renouvelable qui fixait un minimum de 5,75% de biocarburants dans les transports à l'horizon 2010. En 2005, cela a été traduit au niveau français. En 2006, la France a été plus loin avec un objectif d'incorporation obligatoire de 7%. Et a introduit également, dans le cadre de la loi d'orientation agricole, une obligation de 10% de biocarburants dans les transports à la fin 2015 en France. Donc la construction de ces filières et de cet outil industriel s'est fait dans un cadre extrêmement clair, à la fois européen et français, ce qui a conduit à des investissements d'1 milliard d'euros pour la filière biodiesel. Et cette filière, la filière biodiesel aujourd'hui, représente environ 20 000 emplois, dont 12 500 emplois directs sur le territoire français. En termes de poids commercial, le fait de ne pas importer en gros 2 millions de tonnes de gazole chaque année en France représente une économie d'importation de 1 milliard d'euros. Et le fait de ne pas importer le tourteau de soja ou de limiter ces importations, c'est 500 millions d'euros par an sur la balance commerciale française. Donc voilà, dans les grands chiffres, le développement de la filière biodiesel, le cadre réglementaire et le développement de cet outil. Alors, je ne doutais pas, Madame Guizoard, personne ne sera surpris effectivement de vos rappels quant à ce catalogue de retombées positives de cette filière. Mais ce sur quoi je voulais insister, ce que vous avez très bien fait, c'est quelques rappels historiques pour essayer de remonter un petit peu à la genèse et à l'origine de cette filière. Alors, je vais poser la même question à Monsieur Lenné pour plus précisément parler de la filière bioéthanol, l'autre voie dans ce qu'on va appeler les biocarburants, pour bien préciser ce qui nous intéresse dans le cadre de ce débat. Oui, merci de me donner la parole. Alors, le cadre réglementaire, il est bien sûr le même que pour la filière biodiesel, donc ça, je vais pas le reciter. Deux origines de la production d'éthanol, la betterave et les céréales, notamment majoritairement le blé et aussi le maïs. Ce sont donc les deux sources de production de bioéthanol en France. C'est bien sûr source d'emploi. Alors chez nous, c'est plutôt autour de 6 000 emplois, directs et indirects. C'est une diversification pour l'agriculture de production, bien sûr. Ça contribue également à l'alimentation animale. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends la culture de la betterave, quand on consacre un hectare de betterave pour faire de l'éthanol, eh bien, il y a moitié de cette production sous forme de pulpe qui retourne à l'alimentation animale. Et si c'est le maïs, c'est plutôt un peu plus de 40% sous forme de drèche qui retourne à l'alimentation animale. Ce qui fait que sur le plan de mobilisation des surfaces consacrées au bioéthanol en France, il est de moins de 1% en net quand on a restitué la part qui retourne à l'alimentation animale. Merci, Monsieur Lenné. Alors, je vais vous proposer de continuer avec quelques acteurs de la filière, voir ici les utilisateurs que sont les pétroliers et les constructeurs automobiles, donc à travers la représentation de Monsieur Gilman de Total et de Monsieur Maire, à qui je vais proposer d'intervenir successivement pour nous faire part de vos politiques respectives, des démarches de vos groupes par rapport aux biocarburants. Et évidemment, je me tournerai ensuite vers nos autres intervenants pour continuer de discuter, de débattre sur cette problématique des biocarburants. Oui, merci pour l'invitation. Total et les biocarburants, c'est un vaste sujet. Historiquement, depuis le début des années 80, nous sommes actifs dans le domaine, puisqu'on s'est mis, il y a déjà longtemps, à produire de l'ETBE, donc à transformer de l'éthanol en ETBE. Nous sommes essentiellement incorporateurs de biocarburants, c'est vrai, environ 2 millions de tonnes en Europe pour satisfaire nos obligations d'incorporation, les fameux mandats qui sont mis en place par les États membres. Mais nous sommes aussi un des gros acteurs dans la recherche sur les biocarburants avancés. Nous explorons différentes voies, les voies thermochimiques, les voies biologiques sur l'éthanol, mais aussi sur la production de biodiesel avancé à partir de sucre. Et dans ce domaine-là, nous commençons à nous faire une philosophie suffisamment solide et nous connaissons les surcoûts des biocarburants de première génération par rapport aux fossiles, mais nous connaissons également maintenant
les ordres de grandeur des surcoûts des biocarburants de deuxième génération par rapport aux biocarburants existants. En résumé, les biocarburants avancés coûteront nettement plus cher que les biocarburants existants. Donc ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Vous savez qu'il y a des discussions assez avancées à Bruxelles sur les facteurs ILUX, ces fameux effets indirects des biocarburants. Et nous sommes assez inquiets en voyant les dimensions que prennent ces débats et les orientations qui risquent d'être prises. Nous sommes inquiets parce qu'en Europe, comme ailleurs dans le monde, pour qu'une politique biocarburant soit raisonnable, il faut qu'elle repose sur une assise de 3 pieds. Le premier pied, c'est la production d'énergie, donc l'amélioration de la sécurité énergétique. Le deuxième, c'est la création d'emplois, y compris dans le secteur agricole. Et le troisième, c'est l'amélioration, la contribution à la mitigation du changement climatique. Si vous oubliez un de ces pieds, la politique tombe. Et malheureusement, avec cette discussion sur les effets indirects, il y a un accent trop important qui est trop incertain, qui est donné à la dimension évitement de CO2 indirect notamment. Et nous craignons que ceux-ci détruisent des filières industrielles existantes et ne promettent des développements sur les biocarburants avancés qui viendront difficilement, notamment à cause de la crise de confiance générée par ce débat qui dure maintenant depuis 3 ans. Merci, Monsieur Gilman. Alors, vous avez souhaité, dès votre introduction, si je puis dire, dès votre première intervention, faire valoir vos inquiétudes, et notamment évoquer cette position que vous avez d'ores et déjà. Je pense que Madame Lepage aura l'occasion de rebondir dessus, vers qui je viendrai dans quelques instants, après avoir entendu Monsieur Maire pour le groupe PSA. Monsieur Maire qui va nous dire effectivement l'approche dont je parlais tout à l'heure du groupe PSA par rapport à ces biocarburants dans le cadre de vos politiques générales, de votre stratégie. Merci, oui, bonjour. Donc le groupe PSA Peugeot Citroën est en faveur de l'utilisation des biocarburants, bien sûr, sous réserve du respect des critères de durabilité. Le groupe PSA Peugeot Citroën possède depuis plusieurs années une forte expérience dans le domaine des biocarburants. Il faut savoir que tous nos véhicules essence récents depuis 2000 sont compatibles de l'E10, donc 10% d'éthanol dans la filière essence. Le groupe possède aussi une offre FlexFuel pour toutes les applications Amérique latine. Et côté diesel, l'ensemble des véhicules diesel récents du groupe sont déjà compatibles B10 et sont aussi compatibles jusqu'à B30 avec des adaptations spécifiques. Donc pour les constructeurs automobiles, c'est important de connaître la roadmap d'introduction des biocarburants pour qu'on puisse s'adapter et anticiper, faire en sorte que nos moteurs soient performants, respectent les émissions et soient bien sûr compatibles de ces taux futurs. Donc vous avez besoin de visibilité par rapport au projet que vous avez développé, par rapport à la recherche et au développement que vous avez conduit. On a besoin effectivement d'avoir une visibilité, de connaître quels sont ces taux, précisément sur la filière essence aussi. Aujourd'hui, personne ne sait nous dire ce que va être un E10+, si on parle de 10+, un peu plus, 15% ou 20% d'éthanol. Donc c'est très difficile aujourd'hui de développer. Ça peut changer beaucoup de choses dans votre analyse ? Pour un moteur essence, c'est essentiel. Merci, Monsieur Maire. Donc voilà un premier tour d'horizon, si je puis dire. Je parlais de préoccupations tout à l'heure, en tout cas d'interrogations. Alors Madame Lepage, je me tourne vers vous, qui êtes l'auteur du rapport sur les agrocarburants. Donc vous allez pouvoir nous rappeler quelques éléments de la teneur. Voilà, notamment en termes de conclusions, pour aller droit au but sur les conclusions de votre rapport sur les biocarburants. Je vous laisse également à cette occasion, puisque nous sommes en famille, réagir à tel ou tel propos que vous avez entendu jusque-là. Bien, bonjour. Effectivement, je suis le rapporteur du Parlement européen sur ce texte, mais le texte vient de la Commission. Je voudrais d'abord repartir de ce que vous avez dit, Madame, sur l'historique. Effectivement, en 2006, il y a une directive sur la qualité des carburants, puis en 2009, une directive sur les énergies renouvelables qui prévoyait 10% d'énergie renouvelable, pas d'agrocarburants, mais d'énergie renouvelable, à l'horizon 2020 dans les transports. Dès cette époque, le Parlement européen avait souhaité que ce que l'on appelle l'effet quasi en français ou ILUC en anglais, c'est-à-dire l'effet indirect en termes de changement climatique que pouvait avoir le changement d'affectation des sols, soit pris en compte. À l'époque, il a été décidé de renvoyer à un rapport de la Commission le soin, je vous prie de m'excuser, le soin de déterminer
comment on allait calculer ce facteur. Tout le monde reconnaît qu'il existe. Le débat, c'est est-ce que la manière qu'on a de le calculer est la bonne ou n'est pas la bonne. Mais sur le fait qu'il y ait un facteur ILUC, je n'ai pas entendu réellement de contestation sur ce point-là. C'est une question de niveau, de curseur. Quoi. Ensuite, c'est la question de savoir comment on le calcule bien. Il y a un rapport qui a servi de base au débat à la Commission, qui est un rapport dit IFPRI, sachant que ce facteur est déjà pris en compte aux États-Unis, en Californie, au Brésil. Donc, ce n'est pas une innovation européenne. C'est simplement, puisqu'on a une politique, au demeurant coûteuse, je vais en dire un mot dans un instant, qui est destinée à réduire les émissions de gaz à effet de serre, sans que, bien entendu, tout ce que vous avez dit, madame et messieurs, ne soit négligeable. C'est extrêmement important. Mais l'objectif de cette législation, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faut que ça les réduise effectivement. Bon. Et donc, on ne soit pas dans le déni. Or, effectivement, lorsqu'on prend en compte les effets ILUC, les agrocarburants biodiesel ont un problème parce qu'ils ont un effet ILUC puissant. L'éthanol n'en a pas. L'effet ILUC de l'éthanol est plutôt bon. Donc, il n'y a pas de difficulté. La difficulté, elle est sur le biodiesel et encore sur certains biodiesels, en particulier l'huile de palme, qui est le plus mauvais critère, qui est quasiment, si on prend l'effet ILUC, la même chose que du pétrole. Enfin, alors cet effet serait de quelle nature concernant le biodiesel? Alors, la proposition, je viens à ce qui est proposé. Qu'est-ce que dit la Commission? La Commission, elle dit ça, et elle dit d'autre part, il n'est pas raisonnable à long terme d'avoir une politique dans laquelle on a un choix à faire entre l'alimentation, qu'elle soit humaine ou animale d'ailleurs, l'alimentation et le transport. Par voie de conséquence, il faut essayer d'aller vers des agrocarburants dont vous avez parlé, qui sont les agrocarburants dits avancés, qui, eux, ne nécessitent pas d'option, soit qu'ils s'appuient sur des rebuts ou des rejets ou des déchets des filières du bois, des filières de l'agriculture, même de certaines filières industrielles, soit qu'ils s'appuient sur les agrocarburants vraiment avancés, que sont les algues, et ce qui pourrait être dans l'avenir des filières hydrogène, méthanol, etc. Voilà. Donc, la Commission est partie de cette idée-là en disant c'est 5% maximum en 2020 pour les agrocarburants de la première génération. Et puis, le reste, on va mettre des facteurs multiplicateurs. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est un peu compliqué, pour essayer d'arriver aux fameux 5% restants. Ma position est un peu différente. Elle consiste à dire, premièrement, il y a eu des investissements qui ont été faits. Il y a une filière qui existe, il faut la protéger. Donc, j'ai proposé une clause dite grand-père, droits acquis, jusqu'en 2020. Pour tous les producteurs d'éthanol et de biodiesel, avec une référence à la production 2010, mais ça pourrait être 2011 ou 2012. Ça, on en débat. Je veux dire que je ne suis pas du tout bloquée sur ce point-là. En tout cas, vous vous préoccupez de l'outil existant, bien sûr. de tout le tissu qui s'est installé autour de cette activité. C'est pour ça qu'on propose une clause. J'ai proposé une clause grand-père jusqu'en 2020. On est en 2013. Ça nous met 7 ans. Je rappelle quand même que c'est une politique qui coûte 10 milliards d'euros à l'Union tous les ans. Donc le contribuable européen paye 10 milliards d'euros tous les ans pour cette filière agrocarburant. Donc par les temps qui courent, 10 milliards d'euros, c'est pas rien. Et il faut qu'ils soient vraiment utilisés au mieux. Deuxième souci, développer, effectivement, donner un vrai coup de pouce aux investissements dans les nouvelles filières, sans être déraisonnable. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de discuter d'un sous-objectif pour ces agrocarburants avancés, qui serait, alors la Commission Industrie, Recherche, Énergie a voté 2%. Nous, en environnement, on débat autour plutôt de 2,5 ou 3, mais enfin, c'est dans ces eaux-là. Bien. La différence, elle est où? La différence est dans l'électricité. Nous proposons également un sous-objectif électricité de l'ordre de 1,5, en mettant la voiture et le rail. Vous ajoutez à cela, pour arriver aux 10%, parce que je ne suis pas bonne en calcul, mais je sais quand même que je suis qu'à 9,5, pour arriver à 10%, la différence, on la trouve dans les huiles de cuisson et les graisses animales, qui servent aussi aujourd'hui de fabrication aux agrocarburants.
dont personnellement je ne souhaite pas qu'on leur mette de facteurs multiplicateurs parce que je ne vois pas pourquoi ils en auraient, mais ça représente déjà 1% à peu près de l'ensemble, donc on est bien autour des 10%. C'est donc une proposition, alors je ne sais pas ce qu'elle sera votée, on est franchement en plein débat, nous votons le 9 en environnement, la commission du développement a voté jeudi quelque chose qui n'est pas très éloigné de ce que je suis en train de vous raconter, la commission ITRE a voté quelque chose de différent, puisque la commission ITRE ne veut pas de ILUC. La commission de développement veut ILUC, nous voulons ILUC, reste à savoir comment on le veut. Et je terminerai là-dessus, parce qu'il y a plusieurs manières d'introduire ILUC. La manière la plus basse, et je pense que là-dessus il y aura un accord du Parlement européen, c'est de l'avoir simplement dans ce qu'on appelle le reporting, c'est-à-dire qui est une évaluation tout simplement sans conséquences économiques. Hein. C'est-à-dire simplement une mesure, qu'on sache où on va. C'est le minimum, parce que si effectivement, ce dont personnellement je suis convaincue, mais je peux me tromper, il y a un effet ILUC, il faut qu'on le connaisse. Et on ne peut le connaître qu'en le reportant. Donc on a besoin d'une évaluation, non pas une modélisation, mais une évaluation réelle, c'est-à-dire à la fin de chaque année, de voir effectivement ce que ça a donné. Donc ça, je pense que le reporting, on l'aura. Ensuite, savoir si on le fait entrer ou non dans la comptabilité. Moi, je propose un report en 2018, ce qui nous donne 4 ans devant nous pour améliorer, affiner la prise en compte du critère et être sûr en 2018, quand on l'appliquera, qu'on applique ce qu'on doit appliquer, dans la mesure, en plus, on aura eu 4 ans de reporting nous permettant de voir si on ne fait pas de bêtises. Voilà, j'ajoute à cela que j'ai demandé une étude d'impact sur chacun des agrocarburants de la 2e génération, tout simplement pour ne pas réitérer des erreurs. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas en 2018 ou en 2020 faire les mêmes constats avec les mêmes constats en disant, voilà, alors typiquement sur les graisses animales, j'ai quand même auditionné 75 groupes d'intérêt pour travailler sur ce rapport. Donc j'ai vu quand même beaucoup d'activités économiques. Je suis allée visiter des usines, j'ai été visiter une usine Sophie Protéol, j'ai été visiter une usine d'éthanol et j'ai été visiter un laboratoire d'algues. Donc j'ai essayé de bien me rendre compte personnellement de ce qu'il en était. Donc les chimistes nous ont dit, attendez, je vous donne cet exemple-là pour bien comprendre, vous nous dites que vous voulez donner un facteur multiplicateur, c'est la commission qui voulait, aux graisses animales, c'est très gentil, mais nous, ça rentre directement dans notre process de fabrication fait comment. Ils ont raison. Ils ont raison. On ne va pas déshabiller Paul pour habiller Jacques, ça n'a pas de sens. Donc on a besoin d'une étude d'impact pour voir effectivement, dans l'utilisation qui pourrait déjà être faite de chacun des agrocarburants de 2e génération, notamment autour des déchets, s'il n'y a pas des conséquences économiques néfastes. Voilà, je terminerai simplement en disant que ce que vous avez présenté est effectivement très intéressant. Et c'est vrai, sauf que ce n'est pas le cas dans toute l'Europe. Et qu'une législation européenne est à l'échelle de l'Europe. Il y a des pays, je n'aimerais pas, qui importent 95% de leur base d'agrocarburants. Ce n'est pas du tout la même chose que les gens qui ont une filière qui est circulaire et qui tient la route. Voilà, donc on est obligé d'imaginer quelque chose qui aille pour tout le monde, étant précisé que les échanges à l'intérieur de l'Europe permettent de compenser entre des pays qui feraient 1 et des pays qui feraient 7 ou 8. Donc il y a quand même une certaine souplesse. Merci Madame Lepage. Alors vous pourrez réintervenir bien sûr à un autre moment et peut-être à l'occasion de questions de la salle, mais à ce stade, puisque vous évoquez le cas particulier de la France, sans vouloir en faire un cas particulier ou un focus trop important par rapport à la dimension européenne dans laquelle nous intervenons pour l'instant, je vais quand même me tourner vers Monsieur Millon pour peut-être nous rapporter un petit peu la position à date. Bien sûr, je vous en prie, prenez le micro. La position à date du ministre de l'Agriculture sur ces problématiques d'agrocarburants et peut-être dans le détail, si vous le souhaitez, sur les filières biodiesel et bioéthanol en particulier, pour rebondir sur les témoignages des acteurs et également les réserves, les remarques du rapport de Madame Lepage. Je vous remercie. Donc, à titre préliminaire, je vais simplement rappeler que pour ces questions des directives, propositions de directive ILUC, la position française est en cours d'affinement. Et donc, il y a des éléments que je dirais sont plutôt la position du ministère de l'Agriculture, mais que la position française est en cours de précision. Et Yves Lemaire, qui représente le ministère de l'École de l'Énergie, pourra compléter. Donc, simplement, moi, par rapport je rebondis sur tous les éléments d'historique qu'ont rappelé les acteurs de la filière pour effectivement indiquer que c'est pas d'aujourd'hui que la filière biocarburant a été
a été promu en France, et donc il y a eu un investissement des industriels, de l'amont agricole, de l'aval pétrolier, mais aussi du contribuable via les soutiens publics pour mettre en place ces outils qui sont performants, modernes et donc sûrs, et voilà, qui représentent vraiment une valeur pour la France, qui effectivement se différencie un peu de certains autres États membres où la politique de carburant a été moins affirmée dans le passé. Donc ça, c'est un élément important que le ministère que je présente a vraiment à cœur d'avoir en tête, parce que derrière, on l'a rappelé, il y a des emplois et il y a des investissements réalisés. Alors par rapport à cette problématique ILUC, donc moi j'aimerais aussi indiquer que on a indiqué que c'était un phénomène effectivement important qui touche à la façon dont on entrevoit la politique climatique, et effectivement c'est important que ce sujet soit mis sur la table. On ne peut pas être dans le déni sur cette problématique ILUC. Il y a un autre point important qu'il est pas mal décrié par certains acteurs aujourd'hui, parce que ce n'est pas un phénomène qui se mesure, mais c'est un phénomène qui se modélise a priori ou a posteriori, et que de fait, comme Madame Lepage le rappelait, il y a tout un débat sur la façon dont on le calcule, et donc de fait de comment on l'intègre dans les politiques publiques. Et de ce fait-là, l'approche que le ministère de l'Agriculture défend, c'est mettons peut-être de côté, actons le fait qu'il y a une problématique ILUC, ça c'est clair, il faut la prendre en compte dans nos politiques. C'est un des 3 piliers de la politique biocarburant, comme le rappelait M. Gilman, et il ne faut pas oublier les 2 autres piliers. Donc il faut l'intégrer, ayant plutôt une approche peut-être par plafonnement de ces filières agrocarburants ou biocarburants de première génération. Et à ce titre-là, le gouvernement avait fait une annonce avant la proposition de directive de la Commission européenne, déjà, pour intégrer ces problématiques d'une part environnementale et aussi de sécurité alimentaire et de hausse des prix des céréales. Il avait été annoncé à la conférence environnementale en septembre par le Premier ministre et par le ministre de l'Agriculture qu'il y ait une pause dans le développement de ces biocarburants de première génération, dans l'idée de dire voilà, il y a une problématique et il ne faut pas aller trop loin, pousser le curseur trop loin sur ces filières-là. Par contre, un autre point qui est important de souligner, et on l'a rappelé également dans l'état des lieux des parties prenantes, c'est qu'on a un objectif européen, et donc qui s'applique à la France de 10% dans les énergies renouvelables dans les transports à 2020. Et à ce stade, au jour d'aujourd'hui, quand on fait le panorama des filières existantes, on ne peut pas faire sans une part très importante de biocarburants dits de première génération. Et donc c'est à intégrer dans nos signaux. Et il est important qu'on donne de la visibilité aux acteurs pour 2020 et par la suite. Après, un élément de commentaire sur justement quelque chose en lien sur la deuxième génération. Alors, on a des débats où il n'y a pas de définition très claire, normalisée, disons, sur la deuxième génération. On y met, ou biocarburants avancés, on y met parfois des choses différentes. Il y a les biocarburants lignocellulosiques, les algues troisième génération qui sont évoquées. Il y a également des filières qui existent déjà, comme Madame Lepage l'indiquait, dit huiles usagées, huiles animales. Donc il faut laisser de la place à ces filières-là à l'horizon 2020. Sur ces filières existantes. Pour ce qui est des biocarburants avancés lignocellulosiques, il faut être réaliste, et on évoquait les pistes de pourcentage de sous-objectifs discutées au Parlement. Il faut être bien réaliste sur le fait que, et je pense que la table ronde d'après fera un point sur l'état de la recherche, on n'aura pas des quantités astronomiques, ou en tout cas significatives, de ces biocarburants dits avancés lignocellulosiques à 2020. Et donc il ne faudrait pas se contraindre avec un objectif qui soit trop important là-dessus. Enfin, un dernier point sur les questions de comptes multiples qu'on évoquait. Pour le ministère que je représente, on a quand même un élément qui nous taraude, disons, c'est que ces comptes multiples, effectivement, peuvent être intéressants d'un point de vue statistique pour quelque part dire que politiquement, on a atteint un objectif de 10% d'énergie renouvelable dans les transports. Mais concrètement, ça reste de l'artifice statistique et on consomme d'autant d'énergie fossile derrière quand... concrètement, il n'y a qu'un seul litre de biocarburant, même s'il est compté double au titre statistique ou quadruple, qui est consommé. Donc, on souhaite pas. Voilà, il faut être, je pense, assez transparent, notamment vis-à-vis du consommateur ou du citoyen, sur le fait que voilà, on a un objectif et il serait quand même bon qu'il soit atteint sur des bases solides et concrètes. Toute la difficulté de l'exercice, là aussi. Merci, Monsieur Millon. Monsieur le maire, si vous le voulez bien, pour être complet, je vous invite à nous faire part de l'analyse à date de votre ministère. Je rappelle qu'au sein de la DGEC, vous êtes chef de bureau des industries pétrolières et nouveaux produits. Donc, vous avez pratiquement le mot de la fin ce premier tour, juste avant d'entendre l'analyse personnelle de Monsieur le sénateur Deneux, que je représenterai un petit peu plus avant ensuite. Mais je vous laisse terminer sur ces aspects plus techniques à ce stade, avant de débattre un peu plus librement sur les perspectives et sur les solutions éventuelles, au-delà des aspirations de chacun, les propositions et suggestions.
Merci, bonjour à tous. Alors, comme le disait à l'instant Aurélien Millon, pour l'instant, on n'a pas encore d'arbitrage interministériel sur une position française définitive. Néanmoins, il y a un certain nombre de points de convergence qui ont d'ores et déjà été affichés. Le premier d'entre eux, Aurélien l'a dit tout à l'heure, c'est la reconnaissance du phénomène ILUC. Donc ça, c'est acté. La France soutient des politiques qui prendront en compte ce phénomène ILUC. Le deuxième élément, c'est qu'il faut être pragmatique. Et donc, le fait de fixer un plafond pour dire on limite la proportion de carburants pour lesquels ce phénomène est important est une approche qui nous paraît effectivement à privilégier plutôt que d'autres qui ont été expertisées d'ici là. Reste évidemment à fixer le niveau de ce plafond. Et là, on n'a pas tout à fait des positions convergentes. Il y a également d'autres points qui figurent dans les propositions de la Commission, notamment que l'on soutient, notamment de limiter l'arrivée de nouvelles unités de production. Donc ça est quelque chose qui, effectivement, il nous paraît cohérent dès lors que l'on incite à ne plus aller plus loin, plus en avant. Il faut aussi être cohérent et ne pas et limiter l'arrivée de ces nouvelles unités. Et ensuite, et là c'est une position forte du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, c'est vraiment mettre le paquet sur les biocarburants avancés. Alors évidemment, on a besoin de temps, parce que là, les projets qui permettront de produire en 2020, ils sont déjà sur les rails. Donc ceux qui ne sont pas sur les rails aujourd'hui, ils ne produiront pas en 2020. Mais néanmoins, 2020, c'est un point de passage, et c'est un continuum, il faudra aller au-delà. Donc il faut vraiment mettre le paquet sur le soutien à la politique de R&D sur ces biocarburants avancés. Ceci dit, sans vouloir effectivement être décourageant, sauf erreur, si je permets l'expression, il y a encore peut-être loin de la coupe aux lèvres, d'après ce qu'on a compris, sur l'efficacité. On ressent par rapport à cet objectif 2020 la difficulté de mettre en phase le développement des technologies tel qu'il est actuellement dans son rythme avec une production effective. Alors c'est bien ce que je voulais dire. Hein. Je disais qu'effectivement, mais ceci dit, même si on est convaincu aujourd'hui que les quantités qui seront sur le marché en 2020 seront limitées et en tout cas insuffisantes pour combler le gap entre le plafond que l'on se sera fixé et l'objectif ambitieux de 10% de NR. Néanmoins, ce signal, plus on tarde à le donner, plus l'arrivée des produits sera retardée sur le marché. Donc ce signal, il faut le donner sans tarder et de manière absolument claire. Je voudrais revenir sur un point qui a, me semble-t-il, pas encore été évoqué. On se focalise beaucoup sur la directive 2009-28 sur les énergies renouvelables. Mais il y a également une deuxième directive qui fixe une obligation d'avoir recours à des biocarburants durables. C'est la directive sur la qualité des carburants et qui fixe un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les carburants de 6% en 2020. Cet objectif est extrêmement ambitieux, même si numériquement 6, ça peut paraître inférieur à 10. En réalité, c'est un objectif qui est plus ambitieux que le 10% de NR dans les transports. Donc c'est un objectif qui va être extrêmement difficile à atteindre, que l'on oublie un peu trop souvent. Et je crois qu'il faut aussi que l'on prenne les dispositions appropriées pour que cet objectif soit atteignable. Alors, le dernier point, sur le comptage multiple, j'entends les réserves et bien entendu on aura l'occasion d'échanger sur le sujet, mais il faut bien comprendre que si on met un plafond sur les biocarburants qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché, il faut aussi, si on conserve l'objectif de 10%, après on peut aussi remettre en cause l'objectif de 10%, mais si on conserve cet objectif, il faut bien adopter des dispositions de particulières pour que cet objectif soit atteignable. Et c'est l'objet pour l'instant du comptage multiple. Je ne dis pas que c'est une solution géniale, mais c'est la contrepartie qui me semble indispensable à partir du moment où on fixe un plafond. Merci, monsieur le maire. Madame Lepage, au passage, tout de suite après, monsieur Deneux, comme promis. Juste deux petits points sur ce qui vient d'être dit. Les industriels qui sont qui travaillent sur la troisième génération souhaitent ce comptage multiple parce qu'ils disent que ça a un intérêt pour eux sur le plan économique et financier. Deuxièmement, moi j'ai proposé un peu de souplesse, et en particulier que les États qui auraient atteint le 3 x 20, vous savez,
20% d'énergie renouvelable, 20% d'efficacité énergétique, 20% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, mais qui n'auraient pas atteint les 10% d'énergie renouvelable dans les transports ne soient pas pénalisés. Parce que le 10%, il est fait pour atteindre le 3 x 20. Moi, je ne veux pas toucher au 10%. Parce que si on touche au 10%, c'est tout le système qui peut être mis en cause. Donc, je ne tiens pas à y toucher. Mais par contre, j'ai proposé cette mesure de souplesse qui permettrait qu'il n'y ait pas de condamnation d'un État parce qu'il n'a pas atteint ces 10%, si par ailleurs il a atteint le 3 x 20. Les deux pouvant être intimement liés quand même d'une façon ou d'une autre, forcément. Oui, mais vous pouvez faire mieux par autre chose que par le transport. Tout à fait. Merci, Madame Lepage. Monsieur Gilman, vous m'avez fait signe, je l'ai bien noté, mais si vous le permettez, je vais quand même proposer quand même quelques instants à Monsieur le sénateur Marcel Deneux, qui pourrait être ici à plusieurs titres, hein, Monsieur Deneux, mais je profite à cette occasion de signaler que vous êtes vu décerner cette année même par la ministre Delphine Batho, vous êtes vu décerner le trophée des énergies renouvelables. Donc j'imagine en récompense d'un certain nombre d'actions, de faits et de compétences probablement. Et puis sauf votre respect, de par votre expérience longue en la matière, nous vous écoutons évidemment avec beaucoup d'intérêt sur non pas toute l'histoire à laquelle vous avez contribué à différents moments, mais peut-être sur les moments clés comme ça que vous retrouvez dans les discussions d'aujourd'hui, en lien avec le futur et la prospective dont nous allons parler tout de suite après. Merci de cette présentation. Oui, pour moi, c'est une vieille histoire, mais je voudrais quand même revenir deux fois sur l'historique. Au départ, on avait créé une filière, on l'a rappelé, pour combler notre déficit en protéines végétales, l'alimentation animale. Cette affaire a été amplifiée par les accords de Blair House que M. Mermaz a signés. Si, on en reverra plus tard, si on touche très fort à la filière biodiesel, on va avoir des pénuries de protéines végétales pour les animaux, dont le plan protéines végétales qui se met en place, je suis à l'origine amiens de la filière Improv, nous aurons des résultats dans 8 à 10 ans, on va avoir un problème énorme d'alimentation du bétail, dont on ne tient pas assez compte dans tous les réformateurs de tout poil actuellement qui veulent modifier la politique des biocarburants. C'est un aspect dont on ne parle pas assez. Cette filière, elle joue aussi un rôle essentiel sur la nourriture des animaux. C'est la composante indissociable du reste pour vous. Chaque fois qu'on cultive un hectare de quelque chose, on a des huiles ou de l'éthanol et un coproduit pour les animaux. Si on supprime le produit, il n'y a plus de coproduit pour les animaux, on ne le dit pas assez. Bon, plus tard, quand cette filière a évolué, on lui a donné pour mission de lutter contre les gaz à effet de serre. J'étais rapporteur en 2012 d'un rapport là-dessus, en 2002 d'un rapport là-dessus. Mais on a oublié quand même qu'au passage, on avait cheminé sur un remplacement du pétrole dans les époques où des esprits bien intentionnés, parlementaires français souvent, nous disaient demain il n'y aura plus de pétrole. Et on avait commencé à réfléchir à l'après-pétrole en disant un jour il y en aura plus. C'est-à-dire l'objectif à ce moment-là, c'était remplacer le pétrole par un carburant qu'il faudrait produire. Qui donnerait de l'autonomie en tout cas. C'est dans cet esprit-là qu'on a créé les premières usines d'éthanol notamment. Et on s'en rappelle plus parce que les gens ont investi. Bon. Alors pour moi, aujourd'hui, oui, alors dans cette époque-là, dans toute cette phase, jusqu'à il y a 6 ans, on avait chaque année un marathon fiscal essentiel quand on votait la loi de finances dans le Parlement français, avec une discussion de marchand de tapis entre la Commission des finances et la Commission de l'agriculture. Je vous fais courte. Alors, ensuite, j'ai été rapporteur du 3 x 20, qui a abouti à la directive dont on parle. Et puis, sur le point français, nous avions un accord qui se terminait en 2015, c'est-à-dire avec le gouvernement sur la dégressivité de l'aide fiscale. Nous craignons, au début à la loi de finances de 2013, que cet accord soit remis en cause. En fait, il le fut, mais il y a eu, en septembre, une déclaration du Premier ministre stabilisant l'aide fiscale et le système français pour 3 ans. Donc, parlementaire français, moi, actuellement, je vis là-dessus. J'ai été rapporteur du 3 x 20 qui dit 10% dans les transports. Le Premier ministre dit
On est stabilisé jusqu'à 2015, on n'y touchera pas. Bien sûr qu'il y a de bons esprits partout qui disent on va remettre tout ça en cause, avec 36 arguments plus ou moins fallacieux, plus ou moins vrais, plus ou moins faux. Je voudrais en reprendre quelques-uns. Quand vous dites, Madame Lepage, que cette politique coûte 10 milliards, c'est vrai, bien sûr, à l'échelle de l'Europe, mais ce n'est pas le coût ramené au guide pour les Français. C'est vrai pour les pays qui ne produisent pas. Autrement dit, c'est la non-production qui augmente les coûts, il faut quand même le dire. La production agricole française de biocarburants, au passage, je voudrais rappeler que le terme français, c'est biocarburant, et que les gens qui disent agrocarburant ne s'inscrivent pas dans la littérature française. Il y a une décision du journal officiel en juillet 2007 qui explique de quoi on doit parler, et cette affaire est revenue au Parlement il y a 3 semaines, puis il y a 15 jours, puis il y a 8 jours. Ça a été tranché en commission mixte jeudi dernier. Il est clair qu'en France, on parle de biocarburants, quelles que soient les générations. Alors, c'est juste parce que à travers le monde, moi j'étais au Brésil, j'étais en Pologne, au Danemark, tout le monde parle de biocarburants. Une nouvelle fois, ne faisons pas de particularisme français qui nuirait encore un peu plus à notre compréhension. Dans les choses que j'ai entendues aussi, que je voudrais reprendre, cette affaire d'utilisation des sols agricoles, ça s'applique très mal à la politique française. Nous avons le premier territoire agricole de l'Europe, nous avons du mou dans toutes nos capacités d'assolement, et dans la politique agricole commune, il y a des pourcentages multiples de réservation de sol, de mise en réserve. Donc, nous ne craignons pas grand-chose à terme pour la politique agricole commune et pour la politique française sur le risque de ne pas être capable de nourrir le monde. Alors, parce que ça, c'est un argument facile avec un peu d'émotion. On peut mobiliser beaucoup de monde contre les biocarburants. C'est faux et c'est fallacieux. C'est des gens qui ne connaissent pas les dossiers. Je voudrais rappeler 2 ou 3 chiffres. Il y a actuellement, dit la FAO, entre 28 et 30% de gaspillage alimentaire. Entre parenthèses, dans la filière, c'est pas la même chose dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. Dans les pays développés, il s'agit d'un gaspillage qui est payé. Dans les pays en voie de développement, c'est un gaspillage qui n'a pas atteint le marché. Voilà, chez nous, c'est en aval de la production, oui. C'est au moment de la consommation, de la distribution. Si bien que pour résorber ça à l'échelle du monde, l'action que la FAO est en train d'engager, c'est pas les mêmes qui vont résister. Vous comprendrez que chez nous, si ça rentre dans le PIB, les agents économiques ne peuvent que résister. Et que dans les autres pays, c'est pas les mêmes. Enfin, je vous dis tout ça pour que vous compreniez d'où viennent les orientations, qui dit quoi. Et bon. Ensuite, sur les utilisations des sols, on dit nourrir le monde. Il y a une telle marge dans les pays en voie de développement, dans les PMA, qu'il faudrait, pour l'Europe, qui en a bien besoin de réfléchir un peu, savoir pourquoi on a abandonné les commissions de Lomé que j'avais mis en place avec Pisani quand il était commissaire européen, c'est pas hier, et pour quelles raisons, et revoir les critères qu'on avait concoctés pour les commissions de Lomé, comment il faut aider les populations paysannes des pays qui souffrent de la faim pour arriver à leur donner un niveau de production agricole, empêcher l'urbanisation. Enfin, il y a deux ou trois choses comme ça qu'il faudrait d'abord commencer par solutionner. Ensuite, il faudrait parler non pas de surfaces multipliées par des rendements d'aujourd'hui, mais des surfaces multipliées par des rendements de pays qui peuvent les améliorer. Et puis au passage, pour les pays développés que nous sommes, ne pas promouvoir inutilement, enfin de manière trop intensive, des politiques agricoles dont la première mission, c'est de diminuer les volumes produits par unité de surface. Pour être clair, si la France était totalement en agriculture biologique, nous ne serions à peine en autosuffisance alimentaire. Alors, à l'échelle du monde, il faut réfléchir à tout ça, réfléchir aussi à l'utilisation des OGM pour certaines filières. Il n'y a rien de choquant à ce qu'on produise des biocarburants avec des plantes OGM. Il faut le dire carrément. Bon, alors, ayant mis tout ça à plat, après, on pourra rediscuter, mais en sachant que la position française, elle sera toujours originale à cause de la qualité de la filière, de ce que nous avons fait. Au passage, je partage ce qu'on a dit. Il ne faut pas raconter d'histoire aux gens. Quand on nous dit on va passer tout de suite à la deuxième génération, c'est fallacieux et c'est faux. La deuxième génération ne sera pas à la pompe
à moins de 8 ans d'ici si elle y est. Et quand on nous dit on va avoir un tuilage, on va passer de la première à la deuxième, c'est vrai. Quant à la troisième que vous avez évoquée, les uns ou les autres, je souhaite que mes enfants puissent l'employer, mais pour les volumes dont on a besoin, c'est pas encore pour tout de suite. Alors, il faut mettre tout ça à plat dans la discussion, voir ce qui est bon, voir ce qui est mauvais, et se rappeler que nous défendons, nous, en tout cas, l'intérêt de la France, qu'il y a une filière, et que, en perspective, il faut aussi se rappeler que nous importons, bon an, mal an, 60 milliards d'énergie fossile, et que chaque goutte de biocarburant qui remplace une goutte de produit importé contribue à notre équilibre. Il faut mettre tout ça en même temps dans la filière. Merci, Monsieur Deneux, pour cette approche, votre analyse relativement tonique, puis qui semble trouver un certain écho dans la salle. Nous pourrons le vérifier lors des échanges avec la salle et les participants qui voudront peut-être s'adresser à vous. Monsieur Gilman, vous m'avez fait signe et je vais peut-être en profiter pour vous demander, puisque vous êtes déjà un peu exprimé sur vos aspirations, mais peut-être de faire la transition avec ce qui nous intéresse, c'est-à-dire en termes de prospective, comment vous voyez les choses demain, quelles sont vos attentes, vos demandes. On a parlé de visibilité tout à l'heure. Nous sommes ici pour faire l'état des lieux et l'inventaire des perspectives et des suggestions des uns et des autres. Madame Guizouarne, tout de suite après, vous m'avez fait signe également. Oui. En préambule, quelques remarques techniques mais courtes sur ce facteur ILUC. Nous ne contestons pas le concept d'ILUC, mais c'est un concept universitaire et nous pensons que ce n'est pas un levier efficace lorsqu'il est appliqué aux biocarburants. C'est un concept d'abord macro, donc ça n'a pas de sens d'avoir un reporting par projet, par unité de production. C'est un concept dynamique, donc une valeur fixe dans le temps n'a pas de sens. Ce n'est pas un concept propre au biocarburant. Donc gardons ça à l'esprit. Pourquoi en Europe on trouve un facteur ILUC, une estimation de ce facteur plus forte pour les biodiesels que pour les filières éthanol? C'est avant tout parce qu'en Europe on consomme plus de biodiesel que d'éthanol. C'est un fait, 75% du marché. En France, qu'est-ce qu'il en est, pour rappel, pour mémoire, quelle est la répartition entre ces deux types de carburants aujourd'hui? C'est à peu près ce que j'indique. Davantage. Davantage peut-être encore. Oui. Pardon? En France, 80-20, d'accord. Si les États-Unis... C'est vrai que chaque point est important. Je vous entends interagir les uns et les autres. C'est vrai qu'à partir du moment où un chiffre est avancé, on entend effectivement différents arguments dans un sens ou dans l'autre. Donc n'hésitez pas à les développer si vous le souhaitez, mais je vous laisse poursuivre. Et fondamentalement, la Terre n'est pas affectée à une production d'éthanol ou à une production de biodiesel, enfin de léagineux en amont. La Terre est là. Ensuite viennent des cultures. Donc avoir un facteur ILUC différencié pour des filières éthanol et pour des filières biodiesel, c'est fondamentalement contestable. Le risque, c'est et là j'en viens à mes deux points importants. Le risque, c'est d'avoir une politique européenne qui diverge, qui distord le marché. En Europe, il ne faut pas oublier qu'on est importateur de diesel et qu'on est exportateur d'essence. Donc ne privilégions pas des importations d'éthanol. Ça n'aurait strictement aucun sens, ni du point de vue de la sécurité énergétique, ni du point de vue de la création d'emplois, ni du point de vue économique. Merci, Monsieur Gilman. Alors, Madame Guizouarne, comme promis, mais puisque Madame Lepage souhaite évidemment réagir, j'imagine, à chaud, Madame Lepage qui est voisine de la Maison Total aujourd'hui, voilà. Je vous laisse réagir et passer ensuite le micro à Madame Guizouarne. Je suis fondamentalement pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Tout simplement parce que les chiffres ne sont pas au prorata du nombre d'hectares, mais en fonction de l'effet que le type de culture induit. Bon, deuxièmement, nous avons de la betterave en France, on en a même beaucoup. Et par voie de conséquence, il n'y a pas nécessairement à importer plus parce qu'on utilise l'éthanol. Troisièmement, le problème se poserait dans des termes différents si nous étions en Europe tous producteurs de la matière première de base permettant de fabriquer le biodiesel ou le bioéthanol. Ce n'est pas le cas. Vous avez des pays comme l'Espagne, ils importent 90%. Et l'Espagne a du reste réduit de 8 à 4% il y a quelques jours son objectif parce que les usines tournent à 15% ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est important. Quatrième point, et je m'arrête là. Il y a déjà des pays qui ont fait le choix d'être dans la catégorie des agrocarburants de deuxième génération. Par exemple, l'Angleterre. L'Angleterre, elle fabrique beaucoup son biocarburant à partir de déchets.
C'est classé dans la catégorie deuxième génération. Ce n'est pas la même chose, évidemment, que ce qui demande des grands investissements, c'est-à-dire les algues et les carburants très avancés, hydrogène et ce qui va venir après. Voilà, donc il y a des pays qui ont fait des choix assez différents des nôtres. Grande difficulté quand on essaye de faire une réglementation communautaire, c'est qu'il faut essayer de trouver un point qui réponde à toutes les nécessités des uns et des autres avec les critères aussi objectifs que possible. Ce n'est pas forcément simple, mais c'est l'objectif. C'est pour ça que je voulais dire à M. Deneux que certes, les algues, si on en a 0,5% en 2020, ce sera bien, ou quelque chose comme ça, entre 0,5 et 1 si on était très optimiste, mais je pense que ce sera plutôt 0,5. Donc oui, c'est exact. Mais vous avez les huiles et les graisses animales, on est déjà aujourd'hui à 0,8, c'est-à-dire presque 1% en 2012. Vous avez ensuite, effectivement, tout ce qui est le déchet, qui sont les pailles, qui sont les écorces, qui sont tous ces trucs-là avec lesquels on peut faire des agrocarburants sur lesquels il y a peut-être aussi objectivement concurrence d'usage avec d'autres destinations. C'est la raison pour laquelle je propose qu'on ait une étude d'impact produit par produit de manière à ne pas faire de bêtises. Voilà, ça me semble raisonnable. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas utopique, c'est des procédés qui existent déjà et qui sont déjà largement utilisés dans d'autres pays que le nôtre. Voilà. Donc il y a au sein de ce qui n'est pas, disons, biocarburant de la première génération, Monsieur Deneux, je vous fais plaisir, j'emploie le mot biocarburant de la première génération, il y a des procédés qui sont déjà très utilisés dans certains pays, et puis il y en a d'autres qui sont effectivement beaucoup plus du domaine encore de la recherche et de l'expérimentation. Merci. Vous êtes tous d'accord les uns et les autres, en tout cas sur un point avec M. Deneux, c'est qu'il est d'autant plus difficile de faire de la prévision quand on constate, comme l'a constaté dans toute son histoire M. Deneux, la difficulté de suivre les courbes, notamment quand la courbe du pétrole emprunte d'autres chemins que celle qui était prévue à un temps donné. Chaque fois, on a l'impression de remettre sur l'ouvrage les questions et les problèmes. Donc évidemment, tout ne sera pas, j'imagine, résolu en 2 jours, mais je vous invite à continuer chacun avec votre analyse sur cette prospective, et notamment Mme Guizouane qui m'a fait signe, mais je reviendrai évidemment vers d'autres acteurs comme M. Lenné, par exemple, qui me fait signe également. Merci. Je voulais revenir sur l'intervention de Mme Lepage. Effectivement, sur l'ILUC, la filière biodiesel n'est pas contre le concept, prenant en considération que l'ILUC ne devrait pas s'appliquer qu'aux biocarburants, ni ne prendre en compte que le développement des biocarburants. Mais les changements d'affectation des sols, c'est global, c'est de l'urbanisation, ce sont des cultures bio. Il y a énormément de facteurs qui font qu'il y a des changements d'affectation des sols. Ensuite, sur les biocarburants, au début, il y avait tout ce qui était impact direct. Et cet impact direct, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de déforestation, par exemple, directe liée à la culture de la biomasse pour les biocarburants, a été pris en compte par des systèmes de traçabilité et de certification. Alors, c'est beaucoup plus compliqué quand vous devez vous défendre contre quelque chose qui est indirect, finalement, dont vous n'êtes pas directement responsable, parce que vos leviers d'action sont relativement limités. En ce qui concerne le consensus sur l'étude IFPRI, alors nous, au niveau de la filière biodiesel, nous ne sommes pas du tout d'accord sur le consensus scientifique de l'étude IFPRI, dans la mesure où le modèle n'est pas public, où il y a un certain nombre d'erreurs dans l'étude et un certain nombre d'hypothèses. Et je voudrais surtout revenir sur une hypothèse forte qui est prise dans l'essentiel des modèles ILUC, c'est de considérer que finalement, pour produire plus de matières premières, ça se fait essentiellement par des augmentations de surface plus que par des augmentations de rendement. Il faut savoir que la FAO a fait des projections là-dessus et globalement c'est 80% lié au rendement, 20% lié aux surfaces. Et quand on intègre cette hypothèse dans ce type de modèle, et c'est ce qu'a fait un chercheur de l'INRA, Alexandre Gohin, qui a publié récemment une étude, on se rend compte que le facteur ILUC pour le biodiesel est divisé par 5. On est à 10 grammes. Et c'est simplement en intégrant les projections qui font consensus, qui ont été confirmées par le passé, et les projections futures de la FAO. Donc il y a vraiment, pour nous, cette importance de prise en compte vraiment de l'ensemble des études et de réflexion, de ne pas condamner une filière par rapport à des modèles qui ne font pas consensus. Ensuite, sur la clause grand-père du rapport de Mme Lepage, bon, nous, ce qui nous chagrine, c'est que la clause grand-père n'est pas appliquée de la même façon en fonction des États. Vous avez cité les États-Unis. Alors, les États-Unis ont une excellente clause grand-père par rapport à l'ILUC. Elle est illimitée pour les unités existantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque industriel
pour les unités américaines liées à l'intégration du facteur ILUC. Et nous, c'est une mort annoncée 2020, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un facteur ILUC, par exemple de 55 grammes que vous intégrez dans vos calculs, vous arrêtez de produire. Et c'est tout le problème de la mort annoncée. On a fait des investissements, mais que va-t-on faire après 2020 ? On n'aura pas de deuxième génération, ou très peu, en tout cas sur la filière biodiesel. On est également dans la seconde génération. Il n'y en aura pas en 2020, donc on va remplacer le biodiesel par du gazole qu'on importera encore un petit peu plus. Je voulais revenir aussi sur la question de pouvoir exporter dans différents pays. Nous ne sommes pas présents qu'en France. Nous produisons du biodiesel dans différents pays. Donc cette problématique de pouvoir compenser d'un pays à l'autre, globalement, on aura un problème dans tous les pays où nous produisons. Il n'y aura pas cet équilibre possible sur la filière biodiesel. Et concernant le prix pour le consommateur, le prix pour l'État, il faut voir que depuis 2012, l'État est bénéficiaire en France de la production de biocarburants sur les deux filières, même avec la défiscalisation partielle, dans la mesure où on paye des taxes, on paye des impôts, étant donné qu'on produit sur le territoire français. Et ça, c'est très important. Alors, je remercie Madame Lepage d'avoir dit qu'effectivement, Palme et colza, c'était pas pareil. Je suis d'accord. Par contre, dans la proposition de la Commission, c'est mis sur un pied d'égalité. Donc, c'est un vrai souci pour nous, parce qu'effectivement, on produit du biocarburant et on pense qu'on le fait bien. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que c'est une erreur, la directive sur la promotion des énergies renouvelables. C'est une directive sur la promotion. Je tiens à le rappeler. Et nous, on pense qu'on fait les choses correctement et qu'on ne doit pas être pénalisé globalement par rapport à des excès qui pourraient y avoir sur certains aspects. Et je voulais juste revenir sur ce que disait Monsieur le maire. Attention au signal, juste aux signaux. Quand il dit qu'il faut un signal pour la seconde génération, c'est tout le problème du signal. Il faut quelque chose de stable. Il faut une trajectoire stable pour tout le monde. Parce que l'effet yo-yo, une année, on va soutenir tel biocarburant, l'année suivante, on ne va pas le faire. C'est dramatique pour l'ensemble des filières, c'est dramatique pour les utilisateurs, pour les constructeurs automobiles. Donc, il est essentiel d'avoir une trajectoire claire. Et nous, notre demande sur la trajectoire, c'est d'être cohérent avec la pause du gouvernement français de 7%, mais de pouvoir aller au-delà par les biocarburants issus de résidus déchets. C'est-à-dire que les biocarburants au sein de la filière biodiesel ne se mangent pas l'une l'autre, mais soient complémentaires. C'est-à-dire que le végétal soit à 7% et que tout ce qui est résidus déchets puisse se développer au-delà de façon extrêmement claire et de façon extrêmement tracée, parce qu'un résidu ou un déchet, s'il n'y a pas une traçabilité mise en place, il y a un effet d'aubaine. C'est-à-dire qu'une huile usagée, vous prenez une huile, vous mettez une frite et ça devient une huile usagée. C'est un vrai problème et je pense qu'il faut véritablement le prendre en compte dans la réglementation. Donc, la filière biodiesel, c'est une filière qui apporte la sécurité énergétique, la sécurité protéique et de l'emploi. Et donc, nous souhaitons pouvoir la maintenir aussi au-delà de 2020. Merci Madame Guizouarn. Alors vous avez soulevé beaucoup de points de vigilance. Vous retrouvez un certain écho également à vos propos. Monsieur Lenné, je devine que vous aurez une certaine convergence de vues avec ce que vient de nous exposer Madame Guizouarn, mais sans jouer les contradicteurs, mais simplement assumer mon rôle de modérateur. Madame Guizouarn, par exemple, a évoqué la possibilité ou les marges de progrès en matière d'intensification, d'utilisation rationnelle des surfaces à travers le potentiel agronomique des terrains. Ceci, vous êtes bien placé pour le savoir, a aussi un coût. Alors, sans rentrer dans les détails de l'évaluation, de la façon dont sont faites les évaluations concernant l'effet ILUC, par exemple, je vous laisse objectivement nous faire part de votre vision aujourd'hui en tant que professionnel de l'agriculture, de manière rationnelle. Comment voyez-vous les choses pour l'avenir dans le contexte qui vient d'être rappelé? Je vous laisse, avec beaucoup d'objectivité, nous dire quels sont les enjeux aujourd'hui. Oui, je voulais quand même. Alors, Christelle a dit beaucoup de choses, donc du coup, j'en ai moins à dire. Mais quand même, sur le coût évoqué par Madame Lepage, sur la filière bioéthanol française, c'est vraiment un gain net, alors très net, pour l'État français, puisqu'il s'agit quand même de quelques 250 millions d'euros pour l'année 2012. C'était 235 en 2011. Et ça inclut quoi? Ça inclut donc l'exonération fiscale, bien sûr, mais le supplément de TIC, de TVA et de TGAP quand les pétroliers ou les distributeurs ne mettent pas suffisamment de biocarburants. Effectivement, le modèle qui sert à calculer l'ILUC est obsolète, il ne correspond pas à la réalité. Et si je prends, alors même si nous concernant, Madame Lepage a dit que nous étions à l'abri de cela, mais effectivement, nous avons par exemple sur la filière betterave lancé un vaste programme de recherche sur le génome de la betterave
qui doit nous permettre de doper la productivité, c'est-à-dire que depuis, en gros, 20 à 25 ans, nous gagnons 2% de productivité par an. L'objectif est d'arriver à 4%, donc multiplié par 2, c'est gain de productivité, et c'est cela aussi qui fait qu'on utilisera moins de surface pour les biocarburants. 2 premières générations. La deuxième génération, et Madame Lepage évoquait la paille, mais il faut savoir que la paille, elle a déjà beaucoup d'autres utilisations, qu'elles soient pour les animaux ou autres encore. Il y a tellement de projets à partir de biomasse qui mobilisent déjà beaucoup de paille, donc elle n'est pas forcément aussi disponible qu'on peut le penser. Et le concept même de tirer des biocarburants à partir de ce qui est les tissus des plantes est d'emblée plus compliqué et plus onéreux, ça a été dit tout à l'heure par mon voisin. Moi, le constat que je fais en tout cas, c'est qu'il se consomme de plus en plus d'éthanol en France et en Europe, que dans beaucoup d'autres pays, ça continue à se développer aussi, si on prend les États-Unis, si on prend le Brésil, et que je ne comprends pas du tout le fait qu'on puisse mettre des comptes multiples sur la deuxième génération. C'est quelque chose... c'est du carburant virtuel. Ça ne réduit pas les émissions de gaz à effet de serre. Ça ne réduit pas la dépendance énergétique. Je ne comprends pas ce principe de compte multiple sur un certain nombre de produits. Merci, Monsieur Lenné. Juste avant de nous tourner vers la salle, je voudrais m'assurer que personne n'ait à compléter, Monsieur le maire. Et puis tout de suite après, évidemment, Monsieur le maire, si vous le souhaitez, bien sûr, ça fait partie de notre mode d'emploi en quelque sorte. Mais je dois veiller aussi, comme vous le savez, à conserver suffisamment de temps pour permettre aux participants dans la salle de vous interroger directement. Je ne reviens, mon intention n'était pas de revenir sur les débats qui viennent d'avoir lieu sur la manière de prendre en compte ou de ne pas prendre en compte le facteur ILUC, mais plus sur les outils d'accompagnement tels qu'on les imagine pour l'avenir. Donc vous savez qu'aujourd'hui, la politique biocarburant est une politique ambitieuse, et pour accompagner cette ambition, il y a deux outils aujourd'hui qui sont principalement mobilisés. Une fiscalité réduite pour la partie des biocarburants incorporés et une TGAP qui correspond en réalité à une quasi-obligation d'incorporer des biocarburants. Le gouvernement, en même temps qu'il a annoncé la pause lors de la conférence environnementale, a également annoncé la fin du dispositif de fiscalité réduite pour les biocarburants en 2016. Donc aujourd'hui, l'outil principal et celui qui a montré sa plus grande efficacité, c'est la TGAP. Et donc notre réflexion à l'heure actuelle, c'est de voir quelle forme pourrait prendre la future TGAP. Et donc derrière tout ça, ce sont les questions qui ont lieu à l'heure actuelle à Bruxelles. Est-ce qu'on fixe des sous-objectifs ou bien pas? S'il y en a, il faudra qu'on les traduise dans la TGAP. Ou est-ce que ça reste un objectif global? Voilà. Et aujourd'hui, je rappelle que l'objectif de 10% est un objectif de 10% de NR dans les transports. Et donc, il faudra aussi qu'au travers des mesures TGAP qui seront décidées, on traduise ce fait, qu'on parle bien d'un objectif de 10% de NR dans les transports et pas seulement d'un objectif de X% de biocarburants dans les transports routiers. Merci, Monsieur le maire, pour cette précision. Monsieur le maire, à propos de la route, voilà, vous qui êtes constructeur, je le rappelle, représentant le groupe PSA Peugeot Citroën. Oui, donc je voulais faire un commentaire, c'est qu'aujourd'hui, on développe des moteurs qui sont extrêmement sensibles, très performants en consommation, en réduction des émissions de CO2. Par contre, on ne peut quand même pas mettre n'importe quoi dans nos moteurs. Donc il est très important d'avoir une notion de qualité. Et on voit aujourd'hui, effectivement, j'ai entendu parler des graisses animales, des produits de ce type-là, qui sont largement utilisés dans certains pays où les conditions climatiques sont moins sévères qu'en France, par exemple. Et on voit qu'on a beaucoup plus de problèmes, des problèmes de figeage, de démarrage à froid de nos moteurs diesel. Donc je le répète, c'est quand même très très important. La qualité de ces produits-là, pour nous, elle est essentielle. Il n'y a pas que le taux, il y a aussi une notion de qualité. Merci, Monsieur le maire. Juste profitant que vous ayez le micro, pour vous situer un petit peu dans l'univers concurrentiel, notamment européen, en ce qui concerne la construction automobile, où est-ce que vous vous situez en termes de technologie par rapport à l'usage de ces carburants et la possibilité d'incorporation? Alors, bon, PSA Peugeot Citroën a une offre depuis, en tout cas pour la filière essence, compatible de 10% d'éthanol depuis le 1er janvier 2000. Oui. Hein.
Donc je pense que la plupart des autres constructeurs sont au même niveau. Par contre, on avait beaucoup travaillé la filière diesel dans le temps. Et côté taux de compatibilité et d'incorporation, nous sommes peut-être en avance. En tout cas, on est en faveur d'un B10 assez rapide, si c'était possible. Et nos véhicules sont compatibles jusqu'à 30%, avec des adaptations particulières, notamment de maintenance, du lubrifiant ou du filtre à gazole. Voilà, là, on a peut-être un pas d'avance ou un coup d'avance sur les autres constructeurs automobiles. Merci de cette précision. Merci, Monsieur le maire. Je me tourne vers la salle, comme promis, voilà, pour vous proposer quelques questions. Je vais vous demander de lever les mains pour ceux qui auraient déjà l'intention de s'exprimer, puisqu'il me permettra de vous repérer à l'avance. On va commencer par monsieur qui vient de lever la main. N'hésitez pas à profiter de ce temps qui vous est consacré pour interroger directement en lieu et place de l'animateur nos témoins, nos intervenants, pour pouvoir aller plus loin, peut-être sur certains aspects des choses qui m'échapperaient, que vous auriez l'occasion d'exprimer dans le cadre de ce colloque. Dominique Chauvin, prospectiviste. Merci de me donner la parole parce que je pense que ce problème est très important et je souhaiterais qu'on ait assez de temps pour en débattre. La deuxième génération, je crains, est basée sur une erreur de raisonnement et un contresens. Et c'est ça que je voudrais expliquer. Hier, on a beaucoup parlé dans la journée d'hier d'un point qui est ressorti comme important pour la biomasse, qui est l'efficacité énergétique de la biomasse. Et tout le monde a bien compris qu'une façon de classer, sélectionner les technologies, c'était par rapport à ce critère-là. Et on comprend bien ce critère, parce que par rapport à une quantité d'énergie finale que la biomasse pourrait dégager, si on a une bonne efficacité énergétique, on a moins besoin d'énergie primaire, et donc en termes de ressources, on a plus de ressources pour faire la même chose. Ce raisonnement est très simple à comprendre. Eh bien, ce raisonnement, il n'est pas pris en compte du tout dans la filière de deuxième génération thermochimique, en particulier ce qu'on appelle le BTL, et je vais me concentrer là-dessus, mais on pourra l'étendre aux autres technologies de deuxième génération. Pourquoi il n'est pas pris en compte ? Il n'est pas pris en compte pour une seule raison, qui est une erreur historique qui s'est perpétuée par la pensée unique, qui consiste à dire tout simplement que la biomasse est neutre en carbone. Et que par conséquent, comme c'est neutre en carbone, on bénéficie dans ce cas-là de déchets, et on a privilégié les déchets, et on a privilégié d'autre part le fait d'avoir un carburant plus pur, donc qui marche mieux avec les voitures. Mais ce n'est pas parce que c'est des déchets qu'on peut faire n'importe quoi. Ça, c'est clair. Et quel est le paramètre qu'on a éliminé dans le raisonnement et dans le calcul pour ne pas tenir compte de l'efficacité énergétique et de dire j'ai plein de déchets, donc j'en prends autant que j'en veux, et puis je produis un petit peu de biodiesel. Le paramètre qu'on n'a pas pris en compte, c'est le CO2 émis par la biomasse dans le process. Et ce qui a été décidé il y a déjà fort longtemps, et je me bagarre là-dessus depuis 2004, c'est de ne pas tenir compte de ce CO2. Parce qu'il était neutre. Mais il y a une très grande différence pour faire zéro. Vous pouvez faire zéro en faisant moins 1 et plus 1, ou vous pouvez faire zéro en faisant moins 5 et plus 5. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous émettez 5 de CO2 et que vous prenez 5 fois plus de biomasse pour capter 5 en CO2. Et vous voyez le biais de raisonnement. C'est qu'on ne tient pas compte de l'efficacité énergétique par ce biais-là. Et du coup, les projets de deuxième génération qui sont très consommateurs d'énergie quelque part, ils ne sont pas du tout efficaces énergétiquement. Alors, cette contradiction, ce paradoxe qui traînait de rapport en rapport mais qui était difficile à percevoir, grâce à Dieu, il est arrivé comme le nez au milieu de la figure dans le rapport Besson, à la page 442 et 443, qui reprenait une note du Trésor de juin 2009, parce que le Trésor a fait une synthèse, et donc il a très bien travaillé comme d'habitude, il a pris tous les rapports, il a fait une synthèse, et ce paradoxe est écrit dans une seule et même page. Je ne savais pas que le Trésor s'intéressait aux biocarburants, mais c'est la meilleure synthèse que j'ai jamais vue. Et cette synthèse a été reproduite in extenso dans le rapport Besson, pages 442 et 443, vous pouvez y aller, et ça met ce paradoxe en lumière.
Donc, madame, avant que le Parlement ne vote quoi que ce soit, à mon avis, il faudrait franchement lever ce contresens et ce paradoxe. Parce que, du coup, Marc Gilman a indiqué le surcoût de la deuxième génération, parce qu'on sait que c'est économiquement plus difficile, mais il y a un problème à la source qui est plus grave, c'est que ce n'est pas, je dirais, en termes d'efficacité énergétique, ce qu'il faut privilégier. Et 4 sous d'études prospectives, ce que j'ai fait en 2004, le montre très facilement. Mais c'était inaudible à l'époque, et comme j'ai essayé de le rendre visible, le résultat, c'est que j'ai été sanctionné. Je le dis sans d'autres détails. Et c'est là qui est important, parce que cette erreur, on pouvait la comprendre en 2004 quand il y avait des perlimpinpins de biomasse, donc ce n'était pas très grave d'en utiliser 5 fois plus. Mais dans le cadre d'une transition énergétique aujourd'hui, où la biomasse devient un élément de la transition énergétique, avec des quantités substantielles, eh bien ce n'est pas du tout pareil. Ça devient le problème majeur. Et je voulais féliciter Sophie Protéol et je dirais le côté innovant qu'ils ont eu pour créer le procédé d'estérification. C'est eux qui l'ont financé, c'est eux qui l'ont imaginé, même si c'est l'IFP qui l'a fabriqué. Et il y a eu sur ce schéma de biodiesel beaucoup d'esprit d'innovation et beaucoup de visionnaires chez vous, et votre président actuel n'est pas le dernier des visionnaires à mon avis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus, Madame Christelle Guizot-Arn est trop modeste pour le dire, mais dans cette filière, car il s'agit vraiment d'une filière, vous avez aussi le glycérol qui est un sous-produit, et Sophie Protéol vient d'imaginer l'intégration de ce sous-produit, le glycérol, comme un produit d'entrée de leur filiale Oléochimie qui contribue à faire de la chimie bio, puisque c'est un élément supplémentaire. Donc quand vous intégrez tout ça dans une étude d'ACV, eh bien non seulement vous allez montrer que c'est pas mal finalement les biofuels, et ce qui m'a étonné le plus, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes d'études d'ACV, essentiellement à l'initiative de l'ADEME. Ça a été de l'acharnement thérapeutique pour essayer de démontrer que les biocarburants de première génération n'étaient pas bons. Et malgré toutes ces études, on avait du mal à les tuer. Et si je peux me permettre, l'ILUC, ces histoires de considération indirecte, a été une invention faite de toutes pièces pour réussir à tuer les biocarburants de première génération, puisqu'on n'y arrivait pas par le calcul normal. Et je suis très heureux d'entendre aujourd'hui Total dire qu'il faut être plus prudent avec les carburants de première génération et leur garder une place, parce que ce n'est pas toujours ce qui a été dit, non seulement à ce niveau-là, mais à beaucoup d'acteurs français. Oui, la filière biodiesel est une filière industrielle qui a permis le développement d'une filière et qui est essentielle. Alors, est-ce que la deuxième génération va venir ? Je me suis exposé il y a quelques années, avec mes études prospectives, à dire que la deuxième génération n'existe pas. Ce qui m'a valu la sanction que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors, il y a certaines filières de deuxième génération biochimique, ça va être dans l'efficacité énergétique qu'elle comporte. Et un dernier mot sur la troisième génération. Oui. J'ai rassemblé une conférence collaborative le 3 juin sur la transition microalgues, où on avait tous les acteurs de la filière française, tous les acteurs des microalgues en France, avec une conférence collaborative, 17 intervenants, 80 personnes. On a réussi à les faire travailler ensemble avec la question comment faire éclore et développer une nouvelle filière industrielle pour l'accélérer sur les microalgues. C'est un sujet d'avenir. Et si on prend l'ILUC, sur la troisième génération, et qu'on s'amuse à faire ça en ville, sur un immeuble de la Défense, par exemple, ou sur des usines qui constituent le projet dans lequel je suis et auquel je participe et qui a été retenu par le FUI 15 il y a 3 mois, eh bien l'ILUC, il va être négatif et ça va tout changer.
Merci monsieur pour cet exposé, ce quasi-exposé, plutôt qu'une question ou une simple remarque. Merci pour ces précisions, votre propre retour d'expérience qui contribue au débat. Je ne sais pas si quelqu'un voulait réagir en particulier là-dessus. Nous allons passer à une autre question, pour peu qu'il y en ait. Je n'ai pas vu d'autres mains se lever depuis. C'est à croire que nous aurions été suffisamment exhaustifs pour qu'il n'y ait pas d'autres questions. Si, une question de Madame Marchais, que je crois reconnaître, qui est intervenue ce matin pour ceux qui étaient parmi nous, le Club Biogaz. Donc effectivement, je voulais juste rappeler que les biocarburants de deuxième génération, c'est pas en 2020, c'est tout de suite. Le biométhane existe et donc on utilise déjà à la fois des déchets et les plantes entières, donc ce qui en fait un carburant de deuxième génération local et avec un changement indirect d'affectation des sols quand même assez minime dans la mesure où on utilise soit des déchets, soit des cultures énergétiques certes, mais intercalaires, donc en non-concurrence avec les cultures alimentaires. Et donc c'est un biocarburant, comme me le rappelait tout à l'heure mon interlocutrice du ministère de l'Agriculture. Et donc je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé, même si on en a parlé ce matin. Je tiens à rappeler à la fois à Madame Lepage et aux représentants des ministères qu'il faut l'inclure systématiquement, que ce soit dans les systèmes de double comptage, etc. S'ils se mettent en place, s'ils existent pour les uns, ils doivent exister pour tous les biocarburants, dont le biométhane. Voilà. Merci Madame Marchais pour ces rappels fort à propos qui nous permettent de démontrer la cohérence qui existe entre les différentes tables rondes de ce colloque qui se succèdent avec beaucoup de logique. Merci pour ce lien avec la partie qui nous intéressait ce matin. J'ai vu 2 mains se lever, je pense, entre-temps. Monsieur qui avait le micro et monsieur ensuite avec une chemise bleue que vous verrez vers le fond de la salle, la partie centrale. Bonjour, Sylvain Demour, le secrétaire général du syndicat national des producteurs d'alcool agricole, donc les producteurs de bioéthanol. J'ai une question pour Madame Lepage qui concerne son intervention tout à l'heure, où donc on a à la fois parlé des questions de changement indirect d'affectation des sols et des questions alimentaires. Donc je voudrais quand même que l'on souligne que les deux sont incompatibles. Soit on déplace effectivement des cultures et on provoque des changements d'affectation des sols quelque part, soit on enlève des cultures qui étaient destinées à l'alimentation et on a un problème alimentaire. Donc les deux ne sont pas compatibles. Et la question que je voulais poser à Madame Lepage, c'est puisque la Commission elle-même introduit cette confusion en parlant à un moment donné de soucis sur l'alimentaire que vous avez relayé, sur quelles études s'appuie-t-elle et sur quelles études vous appuyez-vous pour dire qu'aujourd'hui, du fait des biocarburants, on a un problème d'alimentaire dans le monde? C'est pas, je vais vous dire, monsieur, c'est pas lié à ce que nous faisons ici en France, évidemment. C'est lié aux importations massives notamment de. Je vais dire, je suis focalisée sur l'huile de palme, mais il est un fait que quand vous recevez des paysans mélanésiens d'Indonésie qui viennent vous raconter comment ça se passe chez eux pour que soient récupérées leurs terres par de grandes multinationales, il ne s'agit pas du petit paysan, monsieur Deneux, il s'agit de très grosses entreprises pour faire de l'huile de palme qui ensuite est importée chez nous pour fabriquer des agrocarburants ou des biocarburants. Il y a un problème parce que c'est de l'agriculture vivrière que vous n'avez plus, tout simplement. Donc voilà, et je voudrais souligner que M. De Schutter est venu au Parlement européen la semaine dernière pour mobiliser les parlementaires précisément sur la question alimentaire. Donc c'est pas tellement chez nous que ça se passe, c'est surtout à l'extérieur parce que nous importons énormément. Je suis venue, j'allais dire les mains vides, mais vous connaissez comme moi les courbes de croissance de l'importation d'huile ou de matières premières aux fins de fabriquer les huiles en Europe, et suit exactement la politique européenne de croissance des biocarburants. Voilà, et donc à un moment il faut choisir. Par contre, en liaison avec cela, je ne pense pas, madame, qu'on puisse, dans mon esprit, on ne peut pas mettre tout à fait sur le même pied la fabrication de biogaz à partir de déchets et la fabrication de biogaz à partir de plantes énergétiques. Pour moi, ce n'est pas pareil. Parce que plante énergétique, c'est utilisation de sol. Donc vous vous retrouvez dans l'autre système. Tandis que, effectivement, utilisation de déchets, là, vous avez raison, ILUC 0. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
Donc il faut essayer d'être juste. C'est pas simple, hein. Il faut essayer d'être juste avec tout le monde. Voilà. Et donc essayer de ne pas pénaliser ou ne pas favoriser outrageusement des gens qui seraient dans des situations comparables. Faire pousser du miscanthus, ça prend du sol. On ne peut pas dire le contraire. C'est pas la même chose, me semble-t-il, que les déchets. Donc vous, sur les facteurs multiplicateurs, dernier point, moi je suis pas d'accord avec la Commission. Je trouve qu'on ne doit pas mettre sur un pied d'égalité des biocarburants très avancés qui nécessitent de gros investissements, je pense aux algues, et ceux qui viennent des filières déchets. Donc moi, j'ai pas de l'avis de la Commission de mettre tout un facteur 4. J'ai proposé facteur 4 uniquement pour ce qui est troisième génération, facteur 2 pour le reste, voire facteur 0, enfin 1 pour les huiles. Et les graisses animales, étant précisé que j'ai demandé, parce qu'il y a énormément de fraude sur les huiles, c'est-à-dire qu'on importe en Europe des huiles qui ne sont pas usagées du tout, hein, qui viennent de Chine en particulier. Donc j'ai proposé qu'il y ait un registre de suivi, de manière à ce qu'on essaie autant que faire se pouvait de lutter contre la fraude, parce que c'est quand même aussi un objectif. Merci Madame Lepage pour cette réponse. Monsieur qui avait pris le micro entre-temps. Paul Mathis de la FNOT, à nouveau. Oui, c'est une question très ponctuelle. Monsieur Maire a dit que ces moteurs à très haute performance étaient très sensibles à la qualité des carburants. Alors je voudrais savoir pourquoi il a parlé de ça dans ce contexte. Est-ce que ça veut dire que certains des biocarburants posent problème pour les moteurs, et lesquels ? Et sinon, je ne vois pas l'intérêt de sa remarque. Alors effectivement, on a des moteurs qui sont très sensibles. On doit respecter une réglementation à émissions assez contrainte et on a des objectifs de performance en matière de réduction de la consommation. On ne peut pas. Il y a des standards européens d'ailleurs sur les normes. Sur la filière essence, c'est la norme N228 que tout le monde doit connaître, et puis côté gazole, la norme N590. Il y a bien des standards de qualité qui sont nécessaires. Après, pour des produits effectivement qui sont pas encore bien connus et maîtrisés, il y a effectivement des problèmes notamment de propriété à froid. Il y a des graisses animales, pour ne pas les citer, qui ont des comportements qui sont difficiles, qui vont figer très rapidement, et nos moteurs sont mis en difficulté, et notamment nos clients, quand il fait froid. Et ça, ce sont des choses avérées aujourd'hui, notamment en Angleterre. Merci. Tout de suite après, si vous le permettez, il y avait une intervention de M. Ball au premier rang, je crois, qui a fait signe également pour intervenir. Tout de suite après. Oui, merci. Je voulais d'abord faire une remarque sur ce qui a été dit à propos des ACV menés par l'ADEME, qui étaient censés être faits pour tuer les filières biocarburants. Il se fait que j'étais à l'ADEME directeur des énergies renouvelables au moment où on a lancé ces ACV. J'étais donc celui qui voulait tuer les biocarburants. Je peux vous assurer que ce n'est pas vrai. Ces ACV ont été lancés à la demande du Grenelle de l'environnement, où il y avait des oppositions entre les défenseurs et les accusateurs. Les détracteurs, oui. Ouais. Et donc l'ADEME, et je pense que Yves Le Maire peut en témoigner, l'ADEME a mené ces ACV avec le maximum d'objectivité possible, si tant est qu'on puisse être toujours complètement objectif. L'autre chose que je voulais dire, c'est que le critère de l'efficacité énergétique, quand on fait de la prospective, c'est un critère important. Ce n'est certainement pas le seul. Il est vrai que les quantités de biomasse disponibles à des fins énergétiques, elles sont grandes, mais elles ne sont pas illimitées. Les estimations totales, quand on prend tout ce qui est d'origine agricole ou forestière, les chiffres varient entre 40 et 50 millions de tonnes équivalent pétrole, ce qui est beaucoup, mais ce qui est aussi relativement faible par rapport à notre consommation. Donc si on veut aller vers un monde où la proportion d'énergie renouvelable ira croissante, voire même totale, on devra, dans l'utilisation de la biomasse, faire des arbitrages. Et un des critères
de ces arbitrages, ce sera effectivement l'efficacité énergétique. Maintenant, l'efficacité énergétique, il faut aussi la moduler. Faire 85% de rendement en production de chaleur ou faire 85% de rendement en cogénération, c'est pas la même chose, parce que l'électricité a une valeur beaucoup plus élevée que la production de chaleur. Donc il faudra moduler même ce facteur de l'efficacité énergétique. Alors il y a d'autres critères qui peuvent entrer en ligne de compte. Il y a la subsidiabilité des énergies renouvelables parmi les usages. Faire de l'électricité d'origine renouvelable, on peut le faire par des tas d'autres moyens que la biomasse. Alors donc c'est peut-être pas, mais encore une fois c'est à moduler tout ça, c'est peut-être pas l'utilisation privilégiée de la biomasse. Pour faire avancer nos véhicules, il n'y a pas aujourd'hui beaucoup d'autres moyens que d'utiliser des biocarburants. Et donc, c'est peut-être une utilisation privilégiée de la biomasse. Donc, mais vous voyez que les choses ne sont pas extrêmement simples. Il y a un autre critère maintenant, qui est le fait que la biomasse, elle est stockable. Et donc, ça peut être, dans beaucoup d'applications, je pense notamment à l'électricité, ça peut être un facteur d'utilisation. Donc, on ne valorise peut-être pas suffisamment donc, ce caractère de stockabilité. Donc, vous voyez que si on fait de la prospective, se focaliser uniquement sur le paramètre efficacité énergétique, c'est largement insuffisant si on veut faire de la prospective intelligente. Merci pour cette remarque, Monsieur Ball. Et vous nous donnez l'occasion aussi de remarquer à quel point le niveau de technicité et la finesse dans les approches est de plus en plus essentiel, colloque après colloque, et c'est ce que vous démontrez encore cette année. Les choses se précisent à chaque fois. J'avais une demande d'intervention de Madame Marchais de nouveau. Oui, juste un petit... Voilà, pardonnez-moi. Excusez-moi. Si vous permettez, l'image, vous occupez le terrain au sens propre, au sens figuré. Oui, je me promène jusqu'au micro. Je vous ai vu là-bas et voilà, vous interceptez le micro quand il le faut, en tout cas. Oui, je voulais juste répondre à Madame Lepage. Je suis désolée de vous contredire, mais quand on utilise des cultures intermédiaires, donc que nous appelons CIV, donc cultures intermédiaires à vocation énergétique, ce ne sont pas des concurrences. Des cultures en concurrence avec l'alimentation, puisqu'on fait les cultures principales alimentaires. Et par exemple, une fois que vous avez récolté votre maïs et qu'il vous reste encore 3 ou 4 mois sur lesquels vous pouvez faire une culture avant les premières gelées, vous faites un sorgho ou n'importe quoi que vous récoltez immature, c'est une culture en plus, qui en plus reviendra sur le sol, donc n'appauvrit pas le sol. Donc j'espère qu'au niveau européen, tout comme nous essayons de le faire reconnaître au niveau français, vous faites bien la distinction entre des cultures énergétiques principales et des cultures intermédiaires que sont les cipans ou les cives et qui viennent en complément. Vous avez pris note, Madame Lepage, hein, voilà. Intégrer cette notion. Attendez, je vais quand même vous donner un micro si vous le voulez bien pour que tout le monde puisse vous entendre. Hein. Donc, je voudrais juste répéter ce que vous... Les pièges à nitrate, les cipans, oui. Culture intermédiaire, pièges à nitrate. C'était pas fait, mais je vais voir comment je peux éventuellement l'intégrer. Et monsieur, sur ce que vous avez dit, on a mis des critères de durabilité. Sur la 2e génération, je vais voir si je peux rajouter dans mes critères de durabilité un critère sur l'efficacité. Parce que finalement, l'efficacité et la durabilité, c'est quand même des concepts qui sont assez proches. Donc on pourrait effectivement intégrer un critère d'efficacité. Je vais voir si je peux encore... bien que je suis en deadline demain matin pour la négociation, mais voir si on peut mettre une ligne là-dessus. Merci pour on a beaucoup parlé de concept. J'aimerais bien donner quelques ordres de grandeur. Déjà sur les surcoûts en termes d'investissement dans la 2e génération. Un projet thermochimique, c'est à peu près 20 fois plus cher qu'un projet... biodiesel de première génération. Un projet d'éthanol de cellulose, c'est à peu près 2 à 4 fois plus cher qu'un projet de première génération. Voilà. Du côté de la production mondiale de biocarburants, au niveau mondial, donc, 1,3 million de barils jour. Consommation mondiale de pétrole, à peu près 90 millions de barils jour. Donc on a une consommation de biocarburants de l'ordre de un peu moins de 4%
de l'énergie utilisée dans le transport au niveau routier, au niveau mondial. À l'horizon 2020, ce que nous voyons, nous, Total, c'est à peu près 1,6 million de barils jour, c'est-à-dire une croissance beaucoup plus lente que ce qu'on a connu les années passées, parce qu'on a un peu mangé notre pain blanc, ce que les filières pouvaient faire facilement. C'était facilement accessible. Maintenant, la biomasse qui reste à chercher sera un peu plus difficile, un peu plus coûteuse, et la deuxième génération, là-dedans, ça représentera, selon nous, moins de 0,1 million de barils jour, c'est-à-dire que ce sera très faible au niveau mondial, à cause de ces surcoûts d'investissement et de la complexité des filières à mettre en place. Merci pour ces précisions, ces éclairages, Monsieur Gilbert. Juste excusez-moi, je vous en prie. Un point bref, sur la conversion, là, sur les voies thermochimiques. 1 million de tonnes de bois entrant, à peu près, ce qui représente 500 000 tonnes de bois sec, à peu près 100 000 tonnes de biodiesel à l'arrivée. Le rendement énergétique, lui, par contre, est bon. Il est bon parce que le bois, ça n'a pas la même densité énergétique que le carburant à l'arrivée. Merci. Monsieur, oui, je vous laisse. Bon, considérons que ce sera la dernière question parce que je voulais vous donner, si vous le voulez bien, le mot de la fin, Monsieur Deneux, pour conclure cette table ronde. Et nous arrivons vraiment à l'extrême limite du temps qui nous était imparti. Je vais essayer d'être très rapide. Serge Verdier, Sarien Industrie. Je ne vous avais pas reconnu, Monsieur Verdier, qui est intervenu ce matin dans une autre table ronde. Je vous en veux pas. Juste quelques mots, puisqu'il y a une filière qui n'est pas représentée autour de la table, qui existe et qui essaie d'exister. C'est la filière à partir de ces huiles de résidus, issues de résidus ou de déchets. Alors certes, il peut y avoir de la fraude et on peut mettre une frite dans une citerne, etc. Mais il y a aussi des vraies huiles usagées. Et il y a également des graisses animales qui ne sont pas utilisées ni autorisées en holochimie et qui sont disponibles sur le sol français. Et il y a des industriels, tant sur les huiles alimentaires usagées que sur ces graisses animales, qui ont tout récemment investi ou qui sont en cours de réaliser des investissements majeurs. Alors certes, ça ne restera qu'une niche à l'intérieur de l'ensemble du segment de ces biocarburants, mais pour autant, il est important, je pense, d'un point de vue, en tout cas, cela fait du sens d'un point de vue collectif, que ces filières de taille réduite, sous réserve d'une traçabilité exemplaire, puissent être autorisées et favorisées. Pour répondre également à la question de la qualité de ces biocarburants, il y a d'ores et déjà dans le diesel que vous et moi pouvez prendre à la pompe un certain pourcentage de diesel élaboré à partir de graisse animale. Pour mentionner ce que disait la personne de Peugeot, et cela fonctionne bien. Le complexe, la fabrication est plus complexe, elle est plus coûteuse. C'est pour cela que des mesures incitatives, alors est-ce que ce soit du x4, ça me semble beaucoup, mais que des mesures incitatives favorisant le développement de cette filière qui présente un très bon profil environnemental puissent être maintenues, puisque là, les investissements sont beaucoup plus récents que ceux de la transestérification simple des graisses végétales. Et encore une fois, pour éviter toute ambiguïté, en tant que citoyen français, je me réjouis de la très forte et la très belle réussite de Sophie Protéol et de nos agriculteurs dans la création et le développement de cette filière, tant en France qu'à l'étranger. Merci Monsieur Verdier pour ces compléments d'information. Alors autant pour moi, il paraît que Monsieur Touchet, qui est également intervenu ce matin, qui représente les chambres d'agriculture, m'avait fait signe. Je ne voudrais pas trouver d'excuses, mais comme vous le savez, nous sommes éclairés, nous, sur scène, ce qui n'est pas votre cas, en tout cas pas de la même façon. Je ne vous avais pas aperçu, pardonnez-moi. Merci beaucoup. Je ferai très court. Je voulais juste compléter l'intervention très intéressante de Jean-Louis Ball sur deux critères très important pour nous, c'est l'aspect maintien de la fertilité des sols quand on veut de la biomasse pour qu'elle se renouvelle impérativement. Et puis, quand on va être sur des notions de filière et de flux, la gestion des aléas et des risques, que ce soit en forêt ou que ce soit en agriculture, on est toujours soumis à ces conditions climatiques qui impactent forcément les filières. Moi, j'avais une question sur pour les énergies électriques, on parle de parité réseau. Est-ce qu'il y a une notion de parité à la pompe par rapport au biocarburant, parce qu'il y a les aspects d'incorporation, de taux d'incorporation et de fiscalité, mais est-ce qu'on peut avoir une idée, quand on parle de fiscalité qui va être amenée à diminuer, de coût en fait finalement du biocarburant à la pompe par rapport à des aspects de prospective et de coût pour le consommateur, quoi. Euros par litre, et est-ce que vous avez ça en tête? Voilà. Monsieur Gilman, je vous invite à prendre le micro si vous voulez bien. Voilà, merci de lui faire passer. Aujourd'hui, l'automobiliste paye à peu près 2 à 8 centimes d'euros par litre de plus. C'est la composante à la fois biocarburant et puis la partie de pénalité lorsque les objectifs ne sont pas atteignables. La défiscalisation vient en réduction, mais c'est une composante relativement faible dans la réduction de ce surcoût.
Merci pour cette précision. Comme je vous le proposais, je vais donc demander à Marcel Deneux, monsieur le sénateur, de bien vouloir clôturer en quelque sorte cette partie de l'après-midi. Peut-être en rebondissant également sur les dernières parties ou en nous faisant une synthèse globale sans vous avoir préparé forcément à cet exercice. Je ne vous y avais pas invité spécialement, mais je vous fais confiance. Bien, mais mon premier propos, c'est de me féliciter de la qualité du débat. La tribune, bien sûr, mais les questions posées par la salle, et tout ça s'est passé sans passion, avec des gens qui essaient d'être objectifs. Et dans ce type de débat, c'est à remarquer. Et je voudrais justement, par rapport aux 2 ou 3 aspects qui ont été soulignés, nous rappeler combien il faut être prudent pour interpréter des chiffres, pour interpréter les chiffres d'hier par rapport à la situation d'aujourd'hui. Un exemple que je n'ai pas donné, dans toutes mes négociations et qui est multiple, ministre des Finances des 7-8 dernières années, nous étions dans des chiffres de défiscalisation au-dessus de 20 centimes par litre de carburant considéré. Nous sommes aujourd'hui à 8 et 14 et on prend encore les sommes monétaires de cette époque pour opposer le coût de la politique aujourd'hui. Les gens n'ont pas vu que depuis 2 ans, ça avait baissé de 40%. Enfin, pour vous dire qu'il faut être prudent. Autre chose que je voulais dire, parce que c'est une autre casquette, je suis vice-président de l'ONERC. Et nous sommes quand même très inquiets du côté des climats de 36 évolutions. Et dans ce que nous avons dit sur l'utilisation des sols, par exemple, nous sommes en train de réfléchir à travers le GIEC, mais c'est Le Treux et Jouzel qui font ça, sur l'adéquation de demain entre les terres fertiles d'aujourd'hui et la pluviométrie des années 45 et 50. Et il y a là un facteur d'inquiétude et d'incertitude tel qu'il faut être très très prudent pour parler de l'utilisation des sols à travers le monde. Alors rien que ça, si on ne l'intègre pas, et c'est difficile à intégrer, donc sur la pointe des pieds. Et un dernier point que je voudrais donner, un exemple, parce qu'il est apparu tout à l'heure, c'est Jean-Louis Ball, je crois, qui a dit que la biomasse disponible, il faudrait aussi voir, il n'y en avait pas plus qu'il ne faut. On a parlé énormément pendant 2 ou 3 ans dans la région d'où je viens, c'est-à-dire Picardie-Champagne, d'un énorme projet, 200 000 tonnes de paille, tout ça. Il y avait des articles tous les 15 jours dans les journaux. Ce projet, on l'a retiré de la filière parce qu'on y avait été prudent, mais il y a encore des gens qui croient, y compris dans les hommes politiques, qu'on fera beaucoup de choses avec la paille. Or, la fertilité des sols, c'est un bien essentiel pour les producteurs agricoles. Ils veilleront à ce que... Enfin, tout ça pour dire que beaucoup de prudence. Alors, ayant dit tout cela, moi, je souhaite que les uns ou les autres, vous soyez les bons relais de ce qui a été dit cet après-midi, et puis que nous arrivions à une politique européenne, mais qui ne tue pas les intérêts de la France, parce qu'il faut rappeler que nous avons une filière qui est exemplaire, qui marche pas mal, et que quoi qu'il arrive, là on ne l'a pas dit assez, en 2020, les véhicules qui rouleront, quoi qu'on fasse, ce sera au plus 3 à 4% de véhicules électriques. Alors il n'y aura pas que du pétrole peut-être, mais il y en aura quand même une grande partie, et c'est encore en améliorant le carburant des moteurs thermiques qu'on pourra gagner en matière de pollution. Merci beaucoup, monsieur le sénateur Deneux, pour ces mots de conclusion qui vont nous permettre de vous raccompagner désormais dans la salle sous les applaudissements du public. Merci à tous pour vos contributions, encore une fois, pour vos interventions, comme l'a souligné Marcel Deneux, dans beaucoup de sérénité dans vos échanges. Et je vous en remercie en tant que contributeur également au bon déroulement de cette manifestation, de ce colloque 2013 consacré à la biomasse.